Bonjour, merci de nous rejoindre pour ce nouveau webinaire et de nous être fidèles depuis le début pour beaucoup d'entre vous. Sinon, bienvenue aussi aux nouveaux arrivants. Euh, les participants commencent à affluer, donc en attendant, je vous rappelle d'utiliser la boîte de dialogue questions pour laisser vos messages ou vos questions. On verra si on a le temps à la fin pour y répondre parce que la présentation risque de déborder un petit peu. On a fixé 1 heure. J'espère que je pourrai vous libérer un peu avant. Alors, pour partir, donc, pour rappel, je suis Philippe Signello. Je travaille en France avec l'équipe commerciale Lati pour développer les compounds de haute performance et de spécialité. Je recommence. Oui, bonjour. Alors, je suis Philippe Signello. Je vous remercie de nous rejoindre pour ce webinaire, ce nouveau webinaire, et de nous être fidèles depuis le début. Pour beaucoup d'entre vous, sinon, autrement, bienvenue aux nouveaux arrivants. Je vous rappelle d'utiliser la boîte de dialogue questions pour y laisser vos messages. On prendra un petit peu de temps à la fin si on a le temps, parce que la présentation est très longue. Pour me présenter et représenter, donc, je suis Philippe Signello, je travaille en France avec l'équipe commerciale pour développer les compounds de haute performance et de spécialité. Alors, on y va, on est un nombre suffisant, je pense. Et on va donc commencer par un petit peu l'introduction un peu générale. Aujourd'hui, c'est notre 4e rendez-vous, l'avant-dernier de nos 5 webinaires techniques dédiés aux polymères thermoplastiques. Dans les 3 premiers épisodes, on a passé un peu de temps à revoir des notions de base théoriques de la chimie et de la structure des polymères. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un cas d'emploi concret des thermoplastiques dans notre quotidien. C'est l'utilisation des plastiques pour remplacer le métal. Ce qu'il faut savoir, comment appréhender, mener ces projets à bien, toujours avec la volonté de vous présenter, de faire passer des notions techniques le plus simplement possible. On n'a pas l'intention ici de dérouler notre gamme de produits, renforcer fil de verre, Lati, et d'exposer des tableaux multiples de caractéristiques mécaniques. On va faire simple. Donc, je commence par couper la caméra pour être vue dégagée. Hop. Je vérifie encore un petit peu de monde. Allez, c'est parti. Alors, en préambule, et un petit peu un rappel sur le plastique, évidemment, depuis le premier polymère créé par l'homme, avec l'acétate de cellulose pour remplacer les fameuses boules de billard en ivoire, le plastique est devenu une solution privilégiée de substitution des autres matériaux aujourd'hui dans la vie courante. Donc c'est le bois, la pierre, le verre, le métal. Le but, donc aujourd'hui, c'est de vous parler de remplacement métal en s'intéressant plus particulièrement aux applications structurelles, donc avec des prestations et des performances que seul le métal serait capable de satisfaire, du moins jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant. On prend ici, par exemple, une chaise avec une structure en métal qui a été faite en 1927, et puis un modèle équivalent plus contemporain des années 2010 par Philippe Stark, une chaise en plastique. Donc au-delà des couleurs, des goûts et des couleurs qui sont propres à chacun, il s'agit que d'une simple chaise, mais c'est pas vraiment une pièce technique. Pourtant, il faut bien pouvoir s'asseoir dessus et que ça résiste sur le moment et dans le temps aussi évidemment. Et pour en arriver là, il ne suffit pas de mettre que de mettre du plastique, n'importe lequel, n'importe comment. Et donc on va voir, on va commencer par identifier pourquoi remplacer le métal. On peut trouver une liste d'intérêts, bien évidemment, à commencer par la réduction du coût. C'est une réaction assez
basique, hein, ça démontre la faible considération qu'on a pour le plastique avec son côté un peu cheap, de parler de réduction de coûts. Mais comme vous le savez, c'est pas forcément vrai dans ce qui nous intéresse avec les applications de remplacement métal, où on va sur des matières, je dirais, à plus forte valeur ajoutée. Mais néanmoins, c'est une considération importante dans le cadre d'un projet de remplacement métal, et il peut y avoir un réel intérêt, et c'est une motivation pour passer sur le plastique. Forcément, donc un intérêt primordial, c'est des polymères, c'est la réduction du poids, hein, et que des polymères qui ont des densités très faibles, plus faibles. On comprend donc pourquoi dans le transport, l'automobile, l'aéronautique et même le ferroviaire, le plastique est un enjeu pour le gain de poids, avec comme bénéfice immédiat, ce dont on entend beaucoup parler aujourd'hui, c'est la réduction de la consommation de carburant dans les transports. Il peut y avoir aussi l'aspect esthétique, hein. Avec le métal, euh, on a des pièces d'aspect relativement intéressant, très jolies, mais on a recours à des revêtements de surface, dans la plupart du temps, à de la peinture pour colorer les pièces. Dans une grande majorité des cas, le plastique offre plus de possibilités, plus rapidement et à moindre frais. Hein, l'exemple de la chaise ici, Stark en orange, on aurait pu l'avoir, on peut l'avoir en noir, en blanc, en vert, sans trop de difficulté, juste en changeant de colorant sur la presse. Mais on peut tout aussi bien peindre des pièces plastiques pour une esthétique meilleure encore, par exemple dans l'assemblage de pièces métal, plastique ensemble, pour apparaître parfaitement les couleurs. Après, l'aspect important encore, hein, je dirais après le poids, c'est la possibilité d'intégrer des fonctions sur une pièce plastique, d'apporter toutes sortes de propriétés en plus. Donc c'est par exemple faire de l'assemblage avec des clips, des effets charnières. On peut modifier la géométrie pour apporter des évinements dans un capotage pour faire des poignées directement dans la pièce, sans apporter de pièces rapportées, vissées ou soudées. Mais on peut aussi avoir des caractéristiques apportées par la matière, hein, une fonction antistatique, conductivité électrique, thermique ou blindage électromagnétique sur la pièce, directement issue du moulage, sans faire de peinture ni de traitement, de post-traitement. Les plastiques ont une très bonne résistance chimique, hein, pour une grande partie. Ils résistent très bien aux agents chimiques. On les utilise idéalement, hein, pour le transfert de certains fluides dans l'industrie chimique. La liberté dans le design des pièces. Donc là, en passant par l'injection plastique, on peut fabriquer des pièces de forme très complexes, assez complexes, et de bonne finition en une seule étape. Là où avec l'acier, on devrait passer par l'usinage, de l'assemblage, du vissage. Et puis la facilité de mise en œuvre apportée par l'injection plastique, le moulage par injection plastique, qui devient certes de plus en plus sophistiqué, hein, mais ça reste un moyen de transformation plus simple à mettre en œuvre comparativement aux travaux, aux métaux. On travaille en injection avec des injections plastiques avec des températures de 200 à 300 degrés, voire 400 dans le cas de certains polymères comme le PIC, alors que l'injection aluminium, par exemple, on doit monter à 600 degrés. Et enfin, contribution à l'économie durable, bon, ça peut faire un peu grincer des dents, en ce moment on parle beaucoup de plastic bashing, mais aujourd'hui on va être amené à recycler de plus en plus le plastique, à réutiliser les déchets à l'avenir pour incorporer dans les produits nouveaux. Comparativement, on peut aussi regarder en termes de transformation on peut voir que le plastique, ce que je disais avant, est bien moins énergivore que les métaux. Et dans ce sens, ça peut contribuer à la durabilité, on va dire, de l'économie. Alors, on vient de voir combien les plastiques sont fantastiques, mais on peut avoir quelques doutes, à commencer par leur résistance mécanique. Et si on s'intéresse ici à la rigidité du polyamide, par exemple, PA66,
Effectivement, comparativement à l'alu ou les alliages ou les métaux, c'est pas faux. On touche vraiment le fond. Je vais mettre un pointeur. On est vraiment bas, très loin des 200 000 mégapascales du métal. Mais dans les applications qui nous intéressent, en remplacement métal, on cherche une pièce qui résiste et qui ne cède pas sous les efforts mécaniques, c'est-à-dire qui ne casse pas. Alors, on va plutôt regarder, voir ce qui se passe du côté de la contrainte à la rupture du matériau. Ici, on voit que les métaux sont évidemment au-delà, hein, ils sont inégalables, sauf que si on regarde un peu plus attentivement le polyamide 6,6 renforcé 60% fibre de verre que l'on a là, on constate qu'il est au même niveau que l'aluminium. Donc on peut envisager déjà un panel possible dans la substitution de pièces aluminium. Si on continue maintenant en parlant du poids, en comparant le poids et de la densité plus exactement des matériaux, pas photo, le plastique est bien plus léger. Et je dirais même que si on compare le PA66 60% fibre de verre et l'aluminium à contrainte à la rupture équivalente, eh bien le polyamide est plus léger. Donc un compromis poids contrainte en faveur du polyamide 6,6 renforcé. Donc là, il y a un bénéfice sur la réduction du poids. Ensuite, on peut considérer aussi l'aspect du prix, du coût. Au prime abord, le plastique est relativement plus cher au kilo, mais d'un point de vue acheteur de matière, il est absolument nécessaire de raisonner et de comparer les prix par unité de volume, en euros par litre. Car on l'a vu juste avant, hein, le plastique est beaucoup moins dense. Et dans ce cas, on s'aperçoit que le PA redevient plus intéressant. Dans l'aspect du coût, par l'emploi des plastiques, hein, on pourrait aussi ajouter toute l'économie sur l'énergie et la transformation sur les opérations de peinture qu'on a ajouté précédemment. Mais là, il faut vraiment, c'est un aspect important, c'est quand on compare le métal et les solutions plastiques, il faut, en termes de prix, il faut comparer en prix au litre, hein, l'injection aluminium avec l'injection plastique. Et là, donc, on redevient relativement intéressant. Alors, pour aller sur le remplacement métal, il faut satisfaire certaines conditions. D'abord, il faut avoir des compétences. On a déjà vu dans le webinaire précédent qu'il faut avoir des compétences internes ou externes en plasturgie, de la conception jusqu'à la transformation, une certaine maîtrise. Ensuite, il faut collecter au plus tôt du projet toutes les exigences de l'application finale. Cette pièce plastique doit aller où, pour faire quoi, comment, combien de temps. Et puis, il faut s'attendre aussi à peut-être faire des concessions, trouver des compromis, mettre du plastique en lieu et place du métal. À performance égale, c'est pas possible. Et en collectant, pour collecter les exigences de l'application, ça revient à avoir le cahier des charges de l'application. C'est ce que je disais, hein, ce que l'on a vu un peu plus en détail dans le webinaire précédent, avec tous les critères importants pour sélectionner la bonne matière plastique, à dérouler un peu comme une checklist avec la température, évidemment, la résistance mécanique, l'environnement, c'est-à-dire est-ce que ma pièce va travailler en humidité, en contact chimique, avec des produits chimiques, exposé aux UV, en extérieur. Quelles sont les conditions géométriques, les tolérances dimensionnelles? Est-ce qu'il y a des exigences particulières à apporter sur la pièce, de tribologie par exemple, ou aussi de certification, d'homologation particulière à avoir en termes de, je sais pas, d'eau potable ou de certification médicale, etc. Et puis mode de transformation à prendre en compte, effectivement.
Est-ce que le mouleur est bien équipé avec la bonne presse, le bon système de refroidissement pour l'outillage, etc. Donc en final, on boucle notre cahier des charges pour aller de l'avant. Alors, une petite aparté, on comprend que la phase de conception en emplacement métal devient de plus en plus importante et de plus en plus technique. Le rôle des techniciens, des projeteurs, des ingénieurs et leurs compétences sont primordiales pour réussir notre projet. Donc, on va le voir après, mais un simple stylo peut devenir un objet de conception très élaboré. On va le voir. Donc, pour réussir notre projet d'une pièce plastique en emplacement métal, on a mis en place un processus de développement en plusieurs étapes. Première étape, on définit on définit les fonctions, les exigences, donc c'est le cahier des charges du produit final. La phase de conception, où on va mettre sur plan notre pièce, la modélisation, CAO qu'on utilise aujourd'hui, une première esquisse, un avant-projet avec sa géométrie, ses dimensions. Ensuite, la présélection d'une matière ou de matières en fonction des exigences qu'on a vues précédemment. Vérifier ensuite les performances de la pièce au niveau mécanique, dimensionnel, par exemple par rapport à la matière retenue. C'est l'analyse de structure mécanique ou de simulation thermique si on a besoin de propriétés de dissipation de chaleur, par exemple, sur le produit. De la même façon, on va définir le mode de transformation adapté à notre pièce et puis aussi valider la conception de l'outillage, les paramètres de transformation. On va passer par des outils d'analyse et de simulation, c'est la rhéologie. Et puis, en conclusion, à la fin, on a un travail d'optimisation de façon à rechercher des marges de manœuvre, des améliorations possibles, avec la possibilité de revenir en arrière, évidemment, pour corriger en amont la conception ou le choix de la matière et repasser par ces phases de validation. Donc, pour commencer, alors, on met de côté les deux premières phases qui ne concernent pas directement l'ATI, puisque c'est la conception, enfin le cahier des charges et la conception, le modèle CAO. Nous, on va plus arriver au niveau de la détermination de la matière, et on va commencer par ça maintenant. Et pour présenter un petit peu le choix des matières possibles, vous connaissez déjà cette pyramide des thermoplastiques, des plus simples, des polymères aux plus courants, et jusqu'aux polymères de haute performance. On a vu dans le webinaire précédent que pour les applications structurelles, ça c'est important, on s'oriente plutôt vers des polymères semi-cristallins par rapport aux amorphes, parce que les semi-cristallins sont moins sujets aux sollicitations sous contrainte avec des hauts niveaux de renfort. Alors, on a pris les thermoplastiques les plus répandus pour les applications de remplacement métal et que nous travaillons aussi chez Lati. À commencer par le polypropylène, un polymère de commodité, c'est vrai, mais si on rajoute 30 à 50% de fibre de verre, eh bien, on atteint déjà de bonnes performances mécaniques pour un prix et un poids modéré. Donc, des applications relativement courantes sont possibles. Après, arrivent les polymères plus techniques, que sont les polyamides 6, polyamide 6,6 ou le PBT. Et enfin, en montant dans la pyramide, vous avez les super performances, les polymères super performants, que sont les PPS ou les polyamides aromatiques PPA, avec de meilleures tenues de température, une meilleure résistance chimique, jusqu'au pic qui est la Rolls des plastiques. Donc on a le polymère, et puis pour nos applications structurelles, dans le cadre du remplacement métal, on a besoin de résistance mécanique. On l'a vu dans certains webinaires précédents. On a besoin de prestations mécaniques élevées, et le polymère seul ne suffit pas. On va le voir après. Et c'est le rôle des renforts ajoutés dans le compound qui va nous apporter ces performances mécaniques. Donc c'est de la fibre de verre ou de la fibre de carbone, on peut en mettre de 30 à 65% en poids. Et puis on peut aussi ajouter dans le compound des charges complémentaires pour apporter des propriétés.
particulières, donc de la conductivité électrique, de la conductivité thermique, autolubrifiée, donc on va ajouter du carbone, du noir de carbone, du graphite ou du PTF pour améliorer la friction. Donc c'est là toute la vocation d'un compounder comme la TI. Donc revenons maintenant sur notre graphique de la rigidité. On a en bleu, hein, on représente le module de traction. Donc c'est la rigidité de nos différents polymères. Là, ils sont vierges. En bleu, c'est vierge, polymère vierge. On constate alors que du plus simple, hein, le PP le plus simple, jusqu'au pic le plus cher, le plus cossu, les valeurs sont assez similaires. Il n'y a pas de différence, rien de significatif. On est loin des 80 à 200 000 mégapascales de l'aluminium ou des métaux, des autres métaux. Maintenant, si on ajoute de la fibre de verre à hauteur de 30% en poids, on dope considérablement le module en grisé, hein, et il n'y a pas photo. Par contre, d'un compound à l'autre, c'est assez stable. Il n'y a pas de grandes différences. Il n'y a pas une matière qui se distingue. Alors, on peut exclure tout de suite le PPS. Le PPS, pourquoi? Parce que là, vous voyez que son module explose par rapport aux autres. C'est simplement parce qu'on a pris un PPS avec 40% de fibre de verre au lieu de 30% pour les autres, car 40%, c'est le standard du marché, en fait. Mais si on avait 30% de fibre de verre dans le PPS, on atteindrait 11 000 mégapascales, donc relativement proche des autres matières. De la même façon, si on fait la même chose, si on compare la contrainte à la rupture, de la même façon, qui nous intéresse pour le remplacement métal, même constat avec la fibre de verre. Alors on peut toujours dire que le PPA ici, il est un peu plus haut que les autres et que le PP est un peu plus bas. Effectivement, il peut subsister des différences liées à la capacité de la fibre de verre et à se lier correctement, plus ou moins bien avec la résine. Mais on est assez stable néanmoins. D'accord. Donc là, il n'y a pas une différence, on note pas une différence d'un compound à l'autre. Mais on est bien conscient que là, que c'est la charge qui fait la différence à 90% sur les propriétés mécaniques du compound. C'est pas le polymère seul. Donc en conclusion, essayons toujours de partir sur un polymère le plus simple possible ou standard comme les PP ou les PA, tant que c'est possible. On y trouvera un intérêt économique ou une simplicité ou une transformation plus simple. Alors, maintenant, il faut se rappeler ce qu'on a vu aussi dans les webinaires précédents, on y va crescendo, le facteur prédominant qui agit sur le comportement des plastiques, c'est la température. La température agira sur mon polymère pas sur la charge. Vous vous rappelez de la température de transition vitreuse, la TG, hein, on se rappelle de la température d'utilisation en continu ou en pointe. Donc repartons avec notre courbe du module, renforcé 30% fibre de verre en gris. On a toujours donc nos valeurs assez stables. Et j'ajoute en orange maintenant des valeurs, la même courbe, mais avec données à 90 degrés. Et là, on note une nette différence du comportement entre nos compounds chargés avec la fibre de verre. Le PA6, par exemple, il perd 50% de sa rigidité. Le pic, seulement 4%. Et là, on est à 90 degrés, mais en réalité, dans nos applications industrielles, on retrouve bien souvent des températures au-delà de 90 degrés, 120, 140, voire 180 degrés. Et c'est un constat que l'on fait aussi sur cette tendance, que l'on constate aussi sur la contrainte à la rupture. Le PA6 chute énormément, alors que pic beaucoup moins. Donc on comprend mieux pourquoi le pic coûte un peu plus et convient à des applications un peu plus pointues.
Alors, ces données de modules et de contraintes sont normalement disponibles dans les fiches techniques matière à température, 23 en température ambiante, 23 degrés, 60, 90, 120, 150. Mais attention, il faut prendre quelques précautions avec ces données. Si vous vous rappelez de notre deuxième webinaire, on avait étudié les différents tests mécaniques, entre autres l'essai de traction et comment obtenir le fameux diagramme contrainte-déformation, c'est-à-dire comment se déforme un matériau sous l'action d'une sollicitation lente, à un effort. Et avec l'essai de traction, on obtient, vous vous rappelez, une courbe expérimentale. C'est la réalité point par point. On a vu qu'à basse déformation, on peut extrapoler cette courbe à une droite approchante, la droite qui représente le comportement élastique linéaire de la matière. C'est cette droite qui va fournir les données sur la fiche technique. Mais en réalité, si on glisse vers des allongements plus importants, alors on note un petit écart entre ma droite, la valeur sur ma droite, et la réalité donnée par la courbe, et ça augmente. Plus on se décale en allongement vers la droite, on va sur des allongements plus importants, et plus cette approximation est importante et cause des erreurs importantes. Donc, pour comparer une matière par rapport à une autre, la datasheet, c'est bien, mais pour faire un calcul de structure, attention. Et autre chose, sur les fiches techniques, on retrouve des valeurs issues d'essais, de tests menés sur des éprouvettes. On utilise des éprouvettes idéales, standardisées, ISO, conditionnées toujours de la même façon, injectées idéalement avec une orientation de fibres de verre très optimale. Mais si on prend une pièce plus technique, de géométrie plus complexe, ici on a une poulie de machine à laver par exemple, avec un compound renforcé polyamide 6, 65% fibre de verre, ce qui nous intéressera dans cette pièce de structure, c'est l'orientation des fibres, qui est donnée en couleur là, sur le schéma. C'est ce qui va conditionner le comportement mécanique de la matière et donc de la pièce. Et on se rend compte, en fait, que ce comportement de la matière n'est pas uniforme partout. On va trouver des endroits où l'orientation de la fibre est optimale, comme ici, on est dans le long, comme dans une éprouvette, injectée idéalement, et on atteint des modules à ce niveau-là, dans cette zone-là, dans ces zones-là, dans les bras, on atteint des modules de 22 000 mégapascales, donc c'est très proche de la valeur théorique de la datasheet. Par contre, si je vais au centre, au niveau du moyeu, là, la géométrie est plus complexe et on trouve une orientation plus aléatoire. Et automatiquement, le module, il chute. Il tombe à 9000 mégapascales seulement. Donc, sacrée différence. Donc, conclusion, on a une même pièce, on a la même matière partout, mais je n'ai pas le même comportement. Et donc, la datasheet, c'est pas forcément la vérité ou la Bible, hein, il faut l'utiliser avec prudence. Pour poursuivre, vous savez qu'en conception mécanique, il y a une règle, hein, c'est d'anticiper toute éventualité, tout risque. C'est d'autant plus vrai en plasturgie où on est confronté à des variables, à des éléments variables ou inconnus, j'appellerais ça des incertitudes, qu'il faut gérer pourtant. Hein. Alors comment? On repart de la datasheet, à partir de notre éprouvette d'essai idéal, on obtient des données théoriques, par exemple, prenons la contrainte et l'allongement, hein, sigma et epsilon, ici, à la rupture, ce sont des valeurs limites que peut supporter la matière sans céder. Reste donc à vérifier que notre pièce, dans la pièce, on n'atteint jamais ces valeurs limites de résistance à la rupture. C'est-à-dire donc, on a dans notre pièce un sigma qui doit être inférieur à sigma R, donc la contrainte. Mais la contrainte sigma sur la pièce inférieure à sigma R, cette équation-là, elle n'est pas suffisante. On dirait que c'est pas prudent. Si on pense à ce qu'on a dit dans les 2 slides précédents, avec ces erreurs d'approximation possibles, il faut qu'on se garde une petite marge de manœuvre
et déterminer une valeur de contrainte matière que l'on va appeler, qui soit un peu en dessous et qui s'appelle le sigma admissible. De façon voilà, à garder un petit peu de sécurité. C'est là qu'entrent en jeu en fait des coefficients de sécurité qui réduiront notre valeur de contrainte, sigma R, pour déterminer un nouveau seuil de contrainte acceptable pour la matière et donc qui tiendra compte des possibles aléas dans notre développement. Et ces coefficients de sécurité, pour illustrer un petit peu, on prend un graphique et on part d'une valeur théorique à 100% de résistance et puis on va lui imputer petit à petit une réduction en fonction des incertitudes que l'on a déterminées. Donc ça peut être un travail en température qui va influencer notre, on l'a vu, la contrainte à la rupture. Ça peut être aussi une exposition en extérieur aux UV par exemple, donc un vieillissement accéléré. Ça peut être une pièce soumise à des impacts, à des sollicitations vibratoires. Ça peut être voilà, de la fatigue, du fluage et bien d'autres choses. Et en final, vous voyez que voilà, on impute considérablement la contrainte à la rupture réelle de la matière au départ. Alors, si on peut appliquer ça à, par exemple, à un polyamide 6,6 50% fibre de verre, on prend la fiche technique, on a 215 mégapascales à la contrainte à la rupture, et ben si on travaille dans des conditions de reprise d'humidité, de haute température, on peut, avec des ABAC, on peut déduire une certaine valeur de diminution ou d'impact sur la contrainte, et en final, on se retrouve avec une solution admissible, enfin un sigma admissible de 69 mégapascales, donc presque 3 fois moins. C'est relativement important. Voilà, donc c'est pour expliquer un petit peu le cheminement. Donc là, on a balayé l'aspect matière, on a déterminé voilà, les propriétés mécaniques sur... on a été chercher les informations dont on a besoin sur notre matière. Phase suivante, on va vérifier les propriétés mécaniques de la pièce dans sa configuration de géométrie, de dimension, avec une matière définie juste avant. Donc c'est l'analyse de structure. Et pour ça, on va suivre un exemple pour illustrer la démarche. Un stylo, un stylo avec un clip, un design quelconque modélisé chez nous avec des dimensions bien définies de longueur, largeur, épaisseur. En déroulant notre checklist pour la sélection matière, on a pensé, on est arrivé à un choix simple d'un polypropylène. Et le point à vérifier ici, c'est la déformation critique du clip. Au max, j'aurais besoin de 2 mm d'écartement pour le faire tenir dans la poche, par exemple. Il faut donc valider si ma géométrie de pièce est adaptée. Est-ce qu'elle peut se déformer suffisamment, mais aussi est-ce que ma matière polypro, PP, résistera à cette sollicitation. Donc pour commencer, je détermine mon système. J'ai un point d'encastrement, j'ai une force appliquée en bout, un déplacement. On est capable d'établir les relations qui lient la déformation et la contrainte avec les sollicitations appliquées sur la pièce. De l'autre côté, ici, j'ai, donc c'est de la RDM, ici, la résistance des matériaux. Et puis ici, j'ai mes caractéristiques de la matière que j'ai préalablement déterminées. Et puis, on fait le calcul de tout ça et on a déterminé que notre clip se déformera de 0,5%. Alors, on récupère nos 0,5% et on va repartir sur le diagramme d'une contrainte de déformation de la matière. On y reporte notre valeur des 0,5%, la valeur d'allongement calculée. Donc, on va ici aller dans le reporter sur un zoom. Donc 0,5% en déformation, en allongement, ça équivaut à une contrainte à 9,6 mégapascales, donc on va dire presque 10 mégapascales. Qu'est-ce que l'on voit à ce niveau? D'abord, on peut constater qu'on est largement inférieur, avec ces 10 mégapascales, on est largement inférieur à la valeur
la contrainte maximale acceptable par la matière, qui est là, et qui est sur la partie supérieure de la courbe, et qu'on peut déterminer allez, un petit peu autour de 35 mégapascales. Donc on est inférieur au point de rupture, tranquille. Deuxième point, si on repense à notre histoire de droite approchante d'approximation qui caractérise le comportement élastique linéaire de la matière, donc en rouge, bah, on constate que nos 0,5%, c'est pas, il est assez proche, la valeur est assez proche des deux courbes. On en déduit donc une faible erreur d'approximation dans le calcul finalement. Voilà, donc on vient de voir un exemple de comment vérifier la faisabilité d'un projet par le calcul de la résistance mécanique de la pièce, d'une ou des pièces. On en est ici encore au niveau de la conception, hein, donc il est encore temps de revenir en arrière, de modifier quelque chose dans le design de la pièce, ou du choix matière d'ailleurs, hein, s'il y avait besoin. Hein. Tout ça avant de lancer la fabrication d'un outillage. Donc on limite les frais d'un échec. Alors, concernant l'analyse structurelle, évidemment, on n'a pas toujours des cas aussi simples hein, de stylo comme produit industriel. On a plutôt d'ailleurs affaire à des géométries bien plus complexes. Mais heureusement, aujourd'hui, on a à disposition des outils de conception et d'analyse numérique qui nous permettent de nous aider à passer de ces cas simples aux cas plus complexes. C'est le calcul de structure qui utilise la méthode des éléments finis, ce qu'on appelle MEF en français ou FEM, Finite Element Method en anglais. Donc l'idée, en fait, elle est simple dans la théorie, je dirais. L'idée de cette méthode, c'est de découper un domaine à étudier, qu'on a là, donc on appelle un solide continu, ou un modèle continu, et on va le découper en une multitude d'éléments de forme géométrique simple, qui sont des sous-domaines équivalents. On peut considérer un petit peu à une structure en treillis dont les éléments constituants, en fait, ce sont des barres ou des poutres et reliés par des nœuds ou des rotules. Ça fait penser un peu à la structure des pylônes électriques EDF. C'est un maillage en 3 dimensions. Et en finale, on décompose donc notre solide continue en un solide, ce qu'on appelle discret. C'est une phase, cette phase-là, c'est de passer de cette transformation, s'appelle la phase de discrétisation. Et du coup, il suffira d'appliquer à chacun de ces petits modèles discrets l'équation de calcul que l'on a fait manuellement juste avant. Et le seul souci, c'est que l'opération, il va falloir faire un bon nombre de fois. Par exemple, là, dans ce petit modèle que l'on a illustré, on a donc quelques milliers d'éléments et de poutres hein, et de nœuds, et ça équivaut à 200 000 équations. Donc ça risque de nous occuper un petit peu. Heureusement, pour nous aujourd'hui, il y a les ordinateurs, les logiciels d'analyse structurelle, qui font maintenant partie des outils largement utilisés à la conception et pour l'analyse des produits industriels. Une aide à la modélisation qui se démocratise beaucoup hein, grâce à leur simplicité croissante de mise en œuvre. Et c'est néanmoins, mais à la fin, hein, donc on a ce support, mais à la fin, c'est la responsabilité de l'ingénieur calcul d'éplucher les résultats hein, qui ressemblent un petit peu à ce que l'on voit là. C'est un dégradé de couleur qui identifie une échelle de valeur correspondant à une variable qu'on souhaite, qu'on a focalisée, qu'on souhaite observer. Ici, c'est par exemple le niveau de contrainte dans la pièce. Donc ces logiciels de structure sont très fiables hein, par la performance des algorithmes et d'un grand niveau de détail aussi. Donc on peut aller au plus près de la géométrie complexe des pièces pour voir ce qui se passe exactement. Donc si maintenant, après on a fait le calcul manuel pardon, avec notre cas du stylo, maintenant on va l'appliquer
on va appliquer, on va corroborer notre valeur calculée manuellement avec la simulation numérique. On récupère notre modèle CAO, on applique l'opération de discrétisation, on définit les exigences sur la poutre, une poutre en flexion simple, encastrement, déplacement, et puis le soft va nous sortir le comportement de mon clip, sa déformation avec les 2 mm théoriques, mais surtout on aura une vue d'ensemble du niveau de contrainte dans toute la pièce, une répartition qui va du violet au rouge, et au point critique rouge, on a déterminé, on retrouve nos 9,5 mégapascales du calcul manuel. Voilà, donc là, on a bouclé et on a vérifié, on va dire, l'exactitude des données entre le mode manuel, le mode simulation numérique. Et donc ça, c'est un cas simple, mais on est capable d'appliquer cette même démarche pour des projets plus complexes. Comme ici, on retrouve notre poulie de machine à laver. Donc c'est un projet que l'on a mené et on a modifié la géométrie du modèle plusieurs fois pour ajouter des nervures à différents emplacements, à des emplacements appropriés. Et on a revérifié à chaque fois le niveau de sollicitation acceptable par une analyse de structure jusqu'à arriver à un modèle qui nous correspond et qui nous apporte satisfaction. Voilà, donc de la même façon que l'on utilise des outils mécaniques, les outils numériques, excusez-moi, pour analyser la résistance mécanique des pièces en conception, eh bien, on pourra aussi appliquer la même chose à la simulation, faire des simulations pour l'injection plastique, pour la transformation. C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, ici aussi, on fait appel au calcul par la méthode des éléments finis. Le fait de travailler avec les plastiques, c'est-à-dire des fluides visco-élastiques. Pour rappeler, on a vu ça dans le deuxième webinaire. Ça complique bien évidemment la donne par rapport à si on travaillait avec des fluides un peu plus simples comme l'eau par exemple. Mais là encore, l'apport des outils informatiques nous rend bien service et nous fait gagner beaucoup de temps. Ce qui permet à l'ingénieur, au projeteur, de se concentrer sur l'analyse des résultats de simulation plutôt que de faire des calculs répétitifs et besogneux. On a à disposition aujourd'hui des logiciels qui sont capables de produire une quantité importante de données, très détaillées, mais aussi extrêmement précises. Et donc, on va parler de la rhéologie. Alors, aujourd'hui, la dynamique des fluides nous permet de simuler, je vous le disais, une grande précision, le comportement du polymère et du compound en fusion. C'est ce qu'on retrouve ici. C'est le front matière et on va analyser, on va voir son comportement dans les cavités du moule que l'on a là. L'avancement du front matière dans les cavités du moule. Et pendant cette phase, donc c'est la phase de remplissage, pendant cette phase de remplissage, on surveille les paramètres du front matière et que sont sa vitesse et sa température. Alors, qu'est-ce que nous amène la rhéologie? Eh bien, on peut bien entendu visualiser l'orientation des charges ou des renforts dans la matière. Ça peut être, et le plus couramment, c'est des fibres de verre ou de carbone. Ça peut être des charges minérales aussi que l'on ajoute dans le carbone. Et donc, c'est le cas prioritairement, on va dire, majoritairement dans l'emplacement métal. Mais l'orientation des fibres va aussi permettre d'anticiper les déformations possibles de la pièce au refroidissement. L'orientation des fibres va générer, de par les retraits, le positionnement l'importance des retraits, l'orientation va pouvoir nous donner une simulation, une anticipation sur la déformation possible de la pièce. Et dans ce cas, on pourra rectifier de suite la géométrie de la pièce avant de lancer le moule en fabrication, par exemple. Après, on peut contrôler des paramètres d'injection, voir si les paramètres sont, on a des conditions
des conditions optimales, s'il n'y a pas d'incohérence par rapport à la conception du moule ou le choix de la presse. On peut surveiller, je vous le disais, dans l'avancement du front, on peut surveiller les températures à chaque endroit de la pièce ou de la cavité de l'empreinte du moule, vérifier si les températures sont correctes, homogènes, s'il n'y a pas de point d'échauffement important ou de refroidissement trop rapide d'un côté ou d'un autre. Et puis on peut anticiper aussi des défauts quelconques, des manques au remplissage, des positionnements des vents, euh, des, des, des lignes des lignes de recollement, vérifier si on risque pas d'avoir un problème à ce niveau-là et créer une zone de contrainte. Et aussi, une autre possibilité, c'est de nous aider à positionner, à dimensionner notre outillage et en l'occurrence, dimensionner les points d'injection. On a l'exemple ici d'une demande client pour optimiser l'injection de cette pièce que vous voyez là, qui est un boîtier dans lequel vient se loger un moteur électrique. On a choisi un PBT renforcé 30% fibre de verre inifugé V0, avec une exigence client. L'exigence du client, c'était d'avoir la meilleure stabilité possible, stabilité dimensionnelle possible, comme c'est souvent le cas. On voulait donc vérifier comment injecter cette pièce pour réduire au mieux la déformation. On a donc simulé 3 possibilités de positionnement des points d'injection. D'abord, latéralement, sur le côté, une extrémité, on a un point. Ensuite, on a mis le point en plein centre. Et puis, l'autre possibilité, c'est 3 points répartis sur la longueur de la pièce. Conclusion. Eh ben, on voit que la pièce avec un point à l'extrémité donne le meilleur résultat. Regardez plutôt la pièce en section ici. On est plus proche des dimensions nominales de la pièce et de ses tolérances et des tolérances géométriques, je dirais, attendues. Hein, là, on a des écarts, là, on est carrément tordu. Voilà. Donc, à ce moment-là, en final, là, on a évité au client de lancer une fabrication de moule avec l'idée préconçue mauvaise de mettre un point au milieu ou 3 points d'injection. On arrive au dernier point, la conclusion de notre développement. C'est on va rechercher des leviers d'optimisation, de révision possible. C'est le moment où jamais de changer quelque chose dans notre développement. Mais en définitive, c'est une démarche ou un état d'esprit que l'on doit avoir tout au long des phases que l'on a vues précédemment, c'est-à-dire à chaque fois faire le bilan, la critique des choix que l'on a considérés et des compromis aussi retenus. Et ça, c'est particulièrement vrai dans le remplacement métal. Alors à ce niveau, il n'y a plus de logiciel qui puisse remplacer la compétence ou l'expertise de l'ingénieur, du technicien dans la modélisation de la pièce et de la modélisation jusqu'à sa réalisation. Et plus particulièrement, c'est le cas de l'injection plastique qui demande des connaissances ou des règles particulières et plus précises. Précisément, c'est dans la conception ou au moment de modéliser la pièce. Ajouter un trou, une paroi, une nervure, ou modifier la géométrie de la pièce, et ben, il faut pouvoir anticiper les conséquences sur la suite, sur le processus d'injection par exemple. Comment se fera le remplissage, comment finalement vont se recoller mes lignes de jonction, comment va se faire l'éjection de la pièce. Alors évidemment, il y a des guides spécifiques d'aide à la conception de pièces plastiques qui existent, mais on va voir là trois cas possibles qui sont des notions essentielles, mais que vous connaissez forcément déjà. On va les rebalayer, à commencer par une notion de base dans la conception de plastique, c'est garder des épaisseurs les plus homogènes possibles. Une fois ma géométrie de pièce établie, il faut se poser la question du comment cette pièce sera injectée. Quelle paroi mettre sur la partie fixe, partie mobile de l'outillage, par où passe le plan de joint, où positionner les points d'injection. Une fois tout ça défini, et on regarde comment se passe le remplissage du moule
et des empreintes. On prend le cas de cette plaque qu'on injecte, par exemple, faisons l'essai sur le côté, sur la paroi la plus fine. Le changement brusque d'épaisseur au milieu va ralentir la vitesse du front matière dans la pièce. Donc on va réduire la vitesse dans cette paroi plus épaisse. Du coup, on risque de figer la matière dans la paroi mince avant d'avoir pu remplir correctement et complètement l'autre bout de la pièce. Maintenant, si j'injecte de l'autre côté, sur la paroi épaisse, au contraire là, au rétrécissement que je vais avoir ici, au rétrécissement, ma vitesse va augmenter rapidement. Et là, ce qu'on peut avoir, c'est un échauffement local du polymère, par exemple, entre autres choses. Donc, qu'est-ce que l'on peut faire si on peut revoir le design initial de ma pièce, c'est d'essayer d'optimiser en réduisant la différence d'épaisseur. On peut mettre, dans le cas ici, un raccordement qui sera moins brusque, ou pourquoi pas avoir une géométrie, uniformiser l'épaisseur partout sur ma pièce avec un raccordement plus souple ici et d'épaisseur constante. Donc ça peut paraître évident au prime abord, hein, mais c'est seulement pour bien alerter sur le fait qu'il ne faut pas hésiter à modifier la géométrie de la pièce si c'est nécessaire, tant qu'on en a la possibilité. En vérité, chez Lati, on est encore souvent consulté pour trouver une matière qui puisse dépanner dans un outillage qui est déjà fabriqué, avec une géométrie de pièces et des épaisseurs qui ne sont pas du tout optimisées. Donc si on peut anticiper plus tôt, c'est pas plus mal. Une deuxième règle, c'est évidente aussi, c'est mettre des rayons de raccordement, éviter les angles droits aux intersections de surface, entre les parois, dans le cas de nervures, de renforts par exemple. Ne pas oublier de façon générale la règle numéro 1 qu'on a vue avant, hein, donc garder des épaisseurs régulières et garder des épaisseurs constantes. Alors, à noter que les angles droits, ça provoque un changement de direction brusque du front matière et ça génère une concentration des efforts très localement dans l'angle. Hein, c'est pour ça qu'il faut absolument rayonner. Et imaginez donc un cas de clip, là c'est vraiment dramatique. En métal, on aurait de la marge de manœuvre. En plastique, faut vraiment faire attention à tout. Hein. Et là, on risquerait fortement de réduire la fonction du clip. Alors, ne pas oublier aussi que dans ces angles vifs, comme c'est le cas ici, on a tendance à créer de l'épaississement, hein, à avoir une masse de matière dans l'angle qui peut générer des défauts d'aspect de surface. Hein, ce sont les rotations. Voilà. Et puis la règle 3, de la même façon de ce qu'on a vu précédemment, c'est le cas des puits de vis ou d'inserts. Faut éviter la concentration de matière, hein, donc éviter de coller ces puits aux parois, essayer de les décaler au maximum, tout en gardant voilà, une géométrie constante, enfin une épaisseur uniforme constante. Alors une quatrième règle, parce que là ça peut être, c'est pour finir, mais c'est une contre-idée. Hein, si on peut penser augmenter l'épaisseur de la pièce plastique pour améliorer sa résistance mécanique, un peu comme si c'était du métal, j'augmente l'épaisseur, ça va marcher mieux. Là, c'est pas forcément aussi simple et linéaire que ça, hein, c'est même plutôt préjudiciable. Et on peut voir ce qui se passe. Imaginez que vous ayez des parois du moule, on fait rentrer la matière, et dans le cas des compounds renforcés, avec de la fibre de verre évidemment, et ben, nos fibres, qu'est-ce qui se passe? Nos fibres vont se coller aux parois du moule, et en s'orientant longitudinalement dans le sens du flux. Par contre, au centre,
Donc là, vous avez les parois, les fibres collées sur la paroi. Et ici, au milieu, là, eh ben, les fibres sont dispersées de façon totalement aléatoire et dans toutes les directions, hein. Et on sait que la résistance mécanique de la matière, elle est conditionnée par l'orientation de la fibre. Ça veut dire donc qu'au centre, on n'aura pas les performances mécaniques attendues sur ma pièce. En vrai, c'est toujours la zone de la pièce au contact des parois du moule qui travailleront au niveau mécanique. Donc, augmenter ici l'épaisseur ne changera rien à ce niveau. Du coup, mieux vaut refaire le design de la pièce avec une géométrie et des épaisseurs plus régulières. C'est l'exemple ici avec un maillage de ce type, pourquoi pas. Donc voilà les quelques règles de base, mais il en existe encore un tas d'autres, bien évidemment, qui sont communes aux règles de conception des pièces plastiques. Voilà, j'ai fini. Si on peut juste conclure rapidement, on a essayé aujourd'hui de vous présenter notre vision, notre démarche pour mener à bien un projet de remplacement métal avec du plastique. Le choix du compound est important, hein, mais ce n'est pas tout, c'est pas forcément l'essentiel. On a vu que l'on devait aussi être attentif à tout l'environnement du projet dans son ensemble et à la phase de conception qui est primordiale. Et puis on a constaté encore que les analyses numériques par calcul de structure, la simulation, sont des outils incontournables aujourd'hui pour nous aider à aller au bout de tels projets, d'évaluer la faisabilité à moindre coût, c'est-à-dire avant de lancer un outillage en fabrication ou un moule série ou même prototype. On est capable aujourd'hui de lancer un remplacement métal là où avant on avait un doute et donc on n'y allait pas forcément. Et chez Lati, nous accompagnons justement nos clients dans leur développement en apportant cette expertise, notre expertise, des thermoplastiques très techniques, de la conception jusqu'à la mise en œuvre. Donc on est équipé des logiciels de calcul, de simulation pour l'analogie et la thermique. Et puis, on peut mener un co-développement et puis revenir en arrière et vous apporter des solutions de rectification sur le design de pièces ou revoir un petit peu le cahier des charges initial. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je vais regarder si on a quelques questions, mais je vais regarder le temps. Ah, il est 58. Alors, en termes de questions, je vais regarder. Alors, hop. Bonjour. Alors, bonjour. Vous avez parlé de charnières plastiques. Avez-vous des exemples de charnières plastiques? Oui, on a des coffrets, par exemple, des coffrets électriques qui sont un rabat. Et donc là, on a des polyamides. On travaille beaucoup dans le milieu électrique. Et ça peut être donc des polyamides, même V0, non chargés, qui permettent d'avoir cette fonction-là, qui est donc, il faut des matières qui aient donc une certaine allongement, un certain allongement, et une fluidité importante aussi. On a fait des luminaires, par exemple des coffrets de luminaires, des réverbères, qui ont cette fonction-là, et donc là, avec un niveau de fluidité très élevé, parce qu'on était en plus sur des matières chargées, et ça, c'est pas charger une matière pour faire des charnières plastiques, c'est pas évident. Et donc là, c'est vraiment un mixte en termes de compoundage qu'il a fallu trouver avec une matière un petit peu avec du talc pour avoir une stabilité dimensionnelle tout en ayant une charge, un effet charnière. Mais là, faut discuter au cas par cas, hein, vraiment. Parlerez-vous du fluage ou du creeping? Alors oui, on peut en parler. On en a parlé au premier et deuxième webinaire, donc éventuellement, je vous, je vous enverrai à la fin hein,
je pourrais vous orienter sur les prochains, sur le replay des webinaires précédents. Voilà, bon, c'est tout ce qu'il y avait comme question. Donc, je vous remercie pour votre attention. Maintenant, si vous avez d'ici quelques jours, comme je vous disais, hein, vous recevrez le lien avec le replay, les slides de la présentation en PDF aussi. Je mettrai un petit résumé des 2 questions. Avant de nous quitter, je vous rappelle notre ultime rendez-vous. C'est le 16 juin prochain, même jour, même heure. On abordera la transformation des thermoplastiques et plus particulièrement ce qui nous intéresse, nous, chez Lattice, c'est l'injection plastique. Alors, nous sommes déjà en train de travailler sur un nouveau programme de webinaire pour le second semestre, avec des sujets plus orientés vers des solutions de compounds dans des domaines d'activité et d'actualité, bien entendu. Par exemple, les matières inifugées, les compounds conducteurs thermiques, les biopolymères. Donc, n'hésitez pas à partager avec nous, hein, si vous avez si vous souhaitez aborder un point en particulier, si vous avez des idées à nous transmettre, nous sommes preneurs. Vous pouvez m'écrire ou laisser un message dans les commentaires ou dans l'enquête de satisfaction aussi que vous recevrez à la fin du webinaire ou par mail. N'oubliez pas de nous suivre sur la page LinkedIn pour l'ouverture des inscriptions donc, du prochain événement. Et puis, je vous dis une très bonne fin de journée. Je vous quitte et je vous laisse avec une vidéo de nos produits et solutions pour nous quitter en douceur. Bonne fin de journée et à très bientôt. Au revoir.